Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invitée, chanteuse, actrice et artiste franco-israélienne révélée par les comédies musicales Notre-Dame de Paris, Les Enfants du Soleil ou encore Le Sel et le Miel. Elle était venue nous voir il y a 3 ans pour son album intitulé Sur mesure. Auteur également, Shirel est avec nous aujourd'hui en direct d'Israël pour son ouvrage Jews and Music qui recense 150 personnalités connues ou méconnues et qui pourraient vous surprendre. L'occasion comme toujours de redécouvrir notre invité et ce en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Shirel. Bonjour Cyrielle, comment ça va ? Écoutez, moi ça va parfaitement. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui, même si nous sommes à distance, on va l'expliquer. L'occasion de dire à nos auditeurs, bien sûr, que vous deviez être en présentiel avec nous aujourd'hui dans notre studio, mais l'actualité en a voulu autrement. Vous êtes en Israël, d'abord, vous, comment vous allez ? Ça va mieux. Aujourd'hui, on se réveille avec une nouvelle réalité qui est difficile même à digérer parce que ça fait 12 jours qu'on vit vraiment dans un autre rythme et puis tout d'un coup de nous dire ok maintenant on retourne au rythme normal, ça se fait pas aussi vite que ça. Mais on a passé 12 jours très intenses avec une foi très forte en gardant le plus de joie possible, ce qui était très difficile, mais on y est arrivé. En tous les cas dans ma famille c'est comme ça qu'on l'a vécu. Voilà, c'était encore une nouvelle expérience très très forte et on va la dépasser maintenant. La surmonter, en tout cas c'est ce qu'on vous souhaite. Vous êtes bien sûr au cœur de l'action si je puis dire. Est-ce que vous avez pu entendre, sentir, vous les bombes proches de vous, sortir dehors et voir que c'était peut-être tombé, proche, pas proche ? Oui, en fait, moi, j'ai pas la chance d'avoir dans mon immeuble un mamad, comme on dit, ou un miklat, c'est-à-dire une chambre sûre. Et donc, merci mon Dieu, j'ai 4 enfants. Et donc, toutes les nuits, plusieurs fois par nuit, on devait sortir, aller dans une autre rue à quelques minutes à pied. Parfois le faire en courant, parfois le faire en marchant, parce qu'on a une petite dizaine de minutes pour nous dire il faut se lever vite, s'habiller et partir. Et oui, bien sûr, on a entendu les booms, on ne sait pas si ça va être sur notre maison ou pas. On prie, on reste. Il y a un truc assez fou quand on est dans ces endroits, dans ces miklats avec toutes les personnes de notre comment on dit, de notre quartier qu'on connaît pas du tout en fait. On se retrouve avec tous ces étrangers qui deviennent en fait des gens très très proches parce qu'on vit des choses très intenses et puis après on ressort, on attend. Il y a beaucoup qui prennent la responsabilité des uns des autres. Comme moi j'avais des enfants petits, alors on avait toujours quelqu'un qui disait ok restez là, je vais aller vérifier si on peut sortir. Ça a créé beaucoup de liens. Alors bien sûr on avait toujours peur que ça tombe sur sa maison, mais que ça soit sa maison ou la maison de quelqu'un qui est juif en Israël ou d'ailleurs pas juif, qui est israélien, c'est toujours une catastrophe. Et voilà, c'est comme ça. Au moins, il faut voir la grande picture, c'est que on n'a plus peur de l'Iran. Et ça, c'est extraordinaire. Et voilà, ça vaut beaucoup de sacrifices, mais c'est extraordinaire. Est-ce que cette façon de penser, c'est une façon de penser assez générale en Israël ? Est-ce que vous vous êtes dit, est-ce que vous avez discuté entre vous sur ce qui s'est passé en vous disant « Ok, on prend sur nous, mais on sait que c'est pour un mieux ». Ah oui. Je pense que c'est l'état général. Bon, tous les cas des personnes que je côtoie, en fait, il fallait, Bibi Netanyahou, il nous a dit merci d'être fort, d'être un peuple fort, on a besoin de vous, de votre force. Et c'est vrai que moi j'ai trouvé qu'on était très fort. On est beaucoup de mamans, d'enfants, de personnes âgées, et tout le monde gardait le cap. Voilà, il fallait garder le cap, c'était très fatigant. Là on se réveille aujourd'hui avec, on a l'impression, je ne sais pas, qu'on est passé dans un torrent d'émotions, de fatigue, de plein de choses. Mais voilà, là, il y a un nouvel horizon qui se profile pour nous.
pour nos enfants et peut-être même pour nos petits-enfants. Bien sûr. On espère en tout cas que ce cessez-le-feu, évidemment, va perdurer. Est-ce que vous connaissez des Français qui ont encore des difficultés aujourd'hui à rentrer à Paris ou peut-être même inversement, des Israéliens ou en France, hein, voilà pour grossir le trait, ou des Israéliens qui peinent même à rentrer en Israël? En fait, moi, j'ai ma mère qui est venue juste pour nous rendre visite, Jean Manson, et donc elle est là coincée depuis 2 semaines chez ma sœur. Elle a vécu ces moments avec beaucoup de courage, je trouve, énormément de courage. Elle non plus, il n'avait pas un mamad dans la maison, donc il devait descendre au milieu de la nuit, les escaliers, tout ça. Bon, elle maintenant, elle va essayer de rentrer chez elle en Espagne. Mon père aussi cherche à rentrer, à partir à Paris. Oui, on connaît plein. Et puis moi, surtout, je remercie tous les jours le bon Dieu que, en fait, je devais prendre un avion 2 jours avant que ça se coince pour venir chanter le 23 juin au Palais des Glaces. Et heureusement que j'ai pas pris cet avion, sinon j'aurais été sans mes enfants et j'aurais vécu tout ça de loin et ça aurait été vraiment terrible. Chirel, vous deviez être à Paris pour un concert lundi dernier, vous venez de l'évoquer, Yantel Ennemi, reporté depuis au 8 septembre à 19h30 au Palais des Glaces pour une association, l'association Netzar, au profit des enfants des centres d'accueil d'Afula, de Hadera ou encore de Dolev. Est-ce que vous voulez nous en parler? Bien sûr, alors c'est 2 associations qui s'appellent Tzedek et Netzar et c'est des associations donc, qui veulent dire la Netzar c'est l'éternité et Tzedek c'est la justice et c'est vraiment ce que ça prône, c'est qu'en fait il y a des enfants qui ont un jugement de la cour des juges en Israël et qui en fait placent ces enfants dans des familles d'adoption. Alors c'est pas des familles d'adoption normales. Moi j'ai été dans c'est comme des kibbutz, on va dire, avec des maisons d'accueil, avec des parents qui s'appellent les parents Megadlim, les parents qui font monter, qui élèvent, et qui en fait ont leurs propres enfants biologiques dans une chambre, avec leur chambre des parents, et puis il y a une porte qui sépare avec après d'autres pièces qui sont la cuisine, la salle à manger et les chambres des 12 autres enfants qui sont des enfants donc adoptés par cette famille d'accueil. Et il y a comme ça, en rangée dans ce kibbutz, plusieurs familles et maisons comme ça, où en fait, la famille les accueille, les font grandir. Et ces 2 associations, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent leur donner tout le nécessaire. C'est-à-dire qu'après l'école, s'ils ont besoin de chogim, d'activités, d'aide, chacun a une particularité. Il y en a qui sont très bons en art, il y en a qui ont besoin d'aide. Comme chaque enfant, même chacun de nos enfants dans notre propre famille, ils sont différents. Donc en fait, dans ces familles-là, on voit leurs différences et on les accompagne jusqu'à 18 ans. Je sais que ces 2 associations ont fait une idée géniale, c'est qu'en fait, à 18 ans, ils partent pour l'armée. Sauf que comme ils n'ont pas de famille pour les accueillir pour les week-ends quand ils sortent de l'armée, ils ont construit une maison pour eux avec un ping-pong, une cuisine, des machines à laver pour pouvoir laver leurs uniformes, etc. Et ils se retrouvent en fait avec leurs frères et sœurs parce qu'ils sont pas ils sont pas, pardon, je suis un peu fatiguée. Ils sont pas de la même famille ou de la même... Voilà, ils sont avec ou la même famille ou leurs amis avec lesquels ils ont grandi et ils se retrouvent dans ce même kibbutz pendant leurs années où ils sont à l'armée. Ah, c'est une très belle action. Voilà, j'en perds mon français. Hein. Mais non, vous inquiétez pas. Vous parlez très très bien, Chirel. On aura bien sûr, j'espère, l'occasion d'en parler et de vous recevoir à la rentrée de nouveau pour en parler puisque vous serez à Paris, je le disais, le 8 septembre pour un concert exceptionnel. En attendant, vous êtes avec nous aujourd'hui pour évoquer votre ouvrage Jews and Music qui a été écrit dans quel contexte, Chirel? Alors, on a beaucoup de contextes très intenses, nous, en Israël, et c'est vrai qu'on a besoin d'extérioriser parfois les traumatismes ou le trop-plein d'émotions qu'on est en train de vivre depuis le 7 octobre. Donc, après le 7 octobre, moi, j'étais enceinte pendant toute la guerre et j'ai accouché quelques mois après. Et après avoir accouché de mon bébé, j'avais besoin d'accoucher de quelque chose qui donnait de la joie, qui donnait de l'espoir, de la couleur, d'abord à moi-même et après aux autres. Et donc, j'ai fait un rêve où j'ai vu dans une clé de sol, vous savez, les clés de sol, j'ai vu une phrase du judaïsme qui dit « En od milevado »,
Donc mi c'est une lettre, do c'est une lettre, et c'est drôle que ces deux notes en fait sont dans cette phrase qui est tellement connue, qui est En od milevado, il n'y a rien à part le Créateur. Et je me suis dit, tiens, il doit avoir un lien spécial entre le Créateur, la musique et le peuple juif. Et donc j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai appelé mes rabbins pour savoir depuis quand on parle de la musique dans la Torah, quand est-ce que c'est mentionné. On m'a expliqué que chaque jour, en fait, la création, c'est comme une symphonie que Dieu recrée à chaque matin. Donc j'ai trouvé ça très très beau. On m'a parlé aussi de la 8e note. La 8e, vous savez, il y a do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et puis après le si, on dit do. Mais en fait, c'est un recommencement. On dit qu'il y a une 8e note. Mais en fait, il y a une 8e note qu'on a perdue et qu'on retrouvera au temps du Mashiach, au temps du Messie, qui est une note magique, une note perdue. C'est la note, en fait, que les Lévis chantaient. Vous savez, les Lévis, quand ils chantaient, ils avaient le rôle dans le temple de chanter. Ils étaient en lévitation grâce à cette note, c'est-à-dire qu'elle les faisait monter au-dessus de la terre. Et c'est une note un peu magique qu'on a perdue. Et le Rav Yoel Ben Arush aime dire qu'en fait, cette note, c'est la note du silence. Et donc, il explique ça très bien dans le dernier chapitre du livre, qu'en fait, la note du silence, on a besoin du silence pour pouvoir entendre toutes les autres notes, comme on a besoin du blanc autour des lettres noires pour pouvoir voir les lettres. Dans votre livre, vous écrivez « J'avais envie de crier, mais j'ai trouvé ce qui nous unissait ». Est-ce que ce livre, quelque part, avec ce rêve, Shirel, vous pourriez dire qu'il vous a été peut-être guidé par la main de Dieu ? Oh, je pense qu'un artiste, souvent, il est connecté, en tous les cas, moi j'essaie de l'être chaque jour, avec une inspiration, oui, de l'au-delà. Enfin, j'espère, c'est ce que j'essaye de faire tous les jours de ma vie, en tous les cas, c'est de pouvoir me connecter à cette source qui est le tout, qui fait qu'on n'a pas peur, qui fait que ça nous donne de la force, qui fait que quand on a envie de crier, justement, on chante à la place de pleurer. Même si on n'a pas du tout envie de chanter, mais en fait, le fait de faire l'inverse fait que ça vibre à l'intérieur de nous et ça nous fait sortir de la peur. Oui, donc c'est la connexion. On va rentrer dans le détail, mais vous dites, enfin, c'est pas vous qui le dites d'ailleurs, c'est Maya Angelou, c'est comme ça que son nom de famille se prononce, j'ai un petit peu de mal, c'est une poète américaine. Vous écrivez cette phrase suivante: « La musique était mon refuge, je pouvais me glisser dans l'espace entre les notes et courber mon dos contre la solitude. » Est-ce que pour le coup, bien sûr, écrire ce livre a été salvateur, mais est-ce que la musique a été salvatrice pour vous, Shirel, et à quel moment de votre vie ? Vous voyez, quand elle dit se glisser entre les notes, c'est ça le silence en fait, c'est entre les notes et c'est magnifique. Et je pense que cette respiration qu'est la musique, j'ai grandi avec parce que j'ai une mère qui est musicienne et qui est chanteuse, parce que ma grand-mère était chanteuse. J'ai eu une grand-mère paternelle, donc pas du tout dans le domaine de la musique, qui me parlait qu'en chantant, c'est-à-dire qu'on pouvait s'asseoir et sans se parler, passer d'une chanson à une autre, c'était notre moyen de communication. Donc la musique, pour moi, c'est une bouée de sauvetage, c'est la source d'une grande joie, et c'est vraiment... je pense que quand on est au plus bas, la chose à faire, c'est de chanter même n'importe quoi, même un die, 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 comme font les religieux. Mais en fait, cette musique, ces vibrations nous remontent et nous redonnent de l'espoir pour pouvoir affronter l'épreuve qui arrive après. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous avez vu dans les abris, on en a vu beaucoup sur Instagram et sur Facebook, énormément de gens qui chantaient pendant qu'ils étaient dans les abris, parce que c'est unique en fait comme remède. C'est un remède magique, la musique. Donc oui, c'est depuis que je suis petite, j'ai cette connexion-là. C'est ça, qui chantait et qui dansait, j'ai même envie de dire. Dans votre ouvrage, il y a des citations tout à fait intéressantes sur le sujet. Je les évoquerai dans un instant, mais vous avez évoqué votre grand-mère. Vous lui dédiez cet ouvrage. Vous dites: « À mamie Émilie, quand tu chantais, tu remplissais l'infini de bénédictions. Ces notes résonnent en nous pour toujours. » Une petite parenthèse, elle chantait quoi ?
Oh là là, elle chantait beaucoup d'Édith Piaf, elle chantait Carmen, elle chantait. En fait, on trouvait quelque chose qu'on voyait devant nous et on se mettait à chanter une chanson. C'était magnifique. Pour rebondir sur ce que vous disiez il y a une petite minute, je me lève, je tombe, pendant ce temps, je continue à danser. C'est le rabbi Hillel Goldberg qui a écrit ça, un proverbe chassidique également. Le silence vaut mieux que la parole, mais le chant vaut mieux que le silence. Vous citez également le Rav Raphaël Pinto et bien sûr d'autres citations. Comment vous avez travaillé ce livre sur le fond et sur la forme qui est aussi tout à fait intéressante et c'est une histoire qui se raconte? Alors, sincèrement, je suis pas quelqu'un de très organisé. Je suis une artiste un petit peu comme ça, qui a des idées et que au milieu de la nuit, je les note et puis je les fais au fur et à mesure. J'ai pas vraiment de. On me reproche ça souvent, mais je suis pas très cadrée en fait. Donc, je peux pas vous dire comment j'ai réfléchi de le faire. C'est juste venu et c'est sorti. Je me suis dit qu'il fallait faire plusieurs chapitres sur le thème du jazz, sur la musique juive, sur la musique classique, sur les chants de Noël, les comédies musicales. Enfin, et donc je les ai mis par do, ré, mi, fa, sol, la, si, voilà, comme ça, avec beaucoup de couleurs parce que j'avais besoin de couleurs, parce que je pense que la couleur, ça amène beaucoup de joie quand voilà, on met une couleur et puis tout d'un coup, on a une autre vibe. Donc, j'avais besoin qu'il y ait beaucoup de couleurs dans ce livre. Et j'ai pas vraiment réfléchi comment le faire. C'est mon premier livre, donc il y a sûrement des erreurs, je sais pas, mais j'aime aussi les erreurs. Donc, Vous voilà. avez mis, je crois, 1 an de recherche pour écrire ce livre, pour le réaliser, de réflexion également et de passion, on l'entend bien. Sur la forme, il faut le dire, c'est un livre en 2 langues, bilingue, anglais-français. Il y a des citations, des dessins, des anecdotes, une lecture mosaïque à l'image du peuple juif. C'est très coloré, je dirais même acidulé. Et l'histoire est assez jolie parce que je crois que les couleurs sont nées au départ d'une paire de chaussures. Pour Oui. une couleur. En fait, oui, en fait, je m'habille toujours avec beaucoup de couleurs, donc j'avais besoin qu'en fait, j'ai pris des photos de mes habits que j'ai donné à la graphiste qui s'appelle Sandra Rabi, qui a fait vraiment un travail extraordinaire. Et je lui ai dit, voilà, j'aimerais en fait qu'il y ait mes habits dans ce livre. Donc j'ai pris des photos de mes chaussures, de mes robes, de mes coussins. Et puis il y a tout un chapitre, par exemple le chapitre des comédies musicales que j'adore, qui est en fait qui est avec mes robes et mes coussins. Et vous les voyez derrière. Bon, on ne sait pas que c'est des robes et des coussins, mais on les a utilisés pour faire les illustrations. C'est un livre tout à fait intéressant. On va rentrer dans le détail dans un instant, mais déjà sur la forme, dire qu'il peut être aussi un très bel objet de décoration. Et je dis ça tout simplement parce que je connais le succès des livres à souligne de toutes les couleurs. Et donc, ça va parler à nos auditeurs puisque on a besoin toujours de se référer à quelque chose que l'on connaît, de toutes les couleurs, Et avec moi, toutes je me ces... suis référée à ça. Ah, Cyrielle, moi j'adore les livres à souligne. et ben Donc voilà. c'était mon inspiration. Là, j'en ai un bleu, mais j'en ai fait un violet, là, je vais en faire un rose, j'en ai fait un blanc cassé. Voilà, j'avais besoin qu'il y ait plein de couleurs et que ça soit en lin, que ça soit beau, que ça soit un très bel objet qu'on met sur sa table basse. C'est ce que j'avais envie d'avoir moi chez moi, en fait. Eh bien, je suis ravie de voir que mon appréciation est exactement ce que vous avez voulu créer. Vous avez travaillé avec un illustrateur de mode pour les illustrations à l'intérieur, Marc-Antoine Coulon. Il a travaillé pour des grandes marques, on peut en citer 3, Dior, Chanel ou encore Jean-Paul Gaultier. C'est lui qui illustre les visages de ces personnalités dont vous nous parlez. Il faut en parler, donc 150 artistes juifs, connus ou méconnus, qu'ils soient compositeurs, chanteurs ou musiciens, de tous les horizons musicaux confondus, du classique au cinéma d'animation. Et vous dites qu'ils ont tous façonné le monde de la musique d'une manière assez extraordinaire, avec ce point commun qui est la judéité, mais qui parfois, que vous révélez pour certains géants que on ne soupçonnait pas juifs, qui ont pourtant des origines de la communauté juive. Alors oui, pour rappeler Marc-Antoine Coulon, j'explique comment ça s'est passé. Je suis venue à Paris et quelqu'un m'a dit, Arnaud Gachy m'a dit, voilà, j'aimerais te présenter Marc-Antoine Coulon, appelle-le, je suis sûre qu'il va vouloir participer à ton livre. Et ce monsieur, cet artiste qui a un talent fou, m'a dit, écoute, moi, j'ai grandi avec une mère qui nous a appris à mon frère et à moi la tikva. Je ne suis pas juif, mais je respecte votre peuple énormément. Vous êtes comment on dit, nos aïeux.
comme ça. Nos ancêtres. Nos grands frères. Nos grands frères et depuis le 7 octobre, je suis avec vous dans mes prières. Et donc, il a dit, je suis avec toi dans ce projet. Demande-moi ce que tu veux, je suis là. Et on a fait ce livre main dans la main et je trouve que ces portraits, ces illustrations sont fabuleuses. Je trouve que dans le regard, il a une manière de dessiner les regards des artistes qui est absolument incroyable. On a l'impression de voir l'âme de l'artiste. Et donc, je le remercie, voilà, s'il nous écoute. Il est extraordinaire. Vous démarrez votre ouvrage, Chirel, de 400 pages avec le prélude illustré par un homme au piano, cigarette au bec, avec des paroles inscrites sur tout son corps. Forcément, je ne pouvais pas ne pas en parler. Pourquoi vous avez mis Michel Legrand ? Alors, j'ai voulu commencer le livre et le finir avec deux personnes non juives. Donc, le début, c'est donc Michel Legrand et le dernier, c'est Mark Twain. Pourquoi ? Parce que ce livre, c'est aussi un peu un cri avec la surprise incroyable de voir cet antisémitisme dès le 8 octobre ressurgir avec tellement de passion que je me suis dit, c'est quand même incroyable que ces non-juifs ne voient pas l'héritage extraordinaire que le peuple juif leur a donné. Donc j'ai voulu les rassembler aussi comme pas comme pour dire nananananer, regardez tout ce qu'on a fait, pas du tout, mais pour dire regardez toutes les souvenirs qui vous ont bercé, toutes les choses que vous avez à l'intérieur de vous, comme dans vos atomes qui vibrent et qui sont des notes faites par des juifs et que vous aimez. Donc, pas aimez-nous, j'ai pas besoin qu'on nous aime, c'est pas ça, mais juste aimez cet héritage parce qu'il est extraordinaire. Et Michel Legrand, lui, en parle très bien du génie juif, en fait, parce qu'il y a un génie juif dans cette musique. C'est une forme de génie, et lui en parle très bien dans cette interview qu'il a donnée à mon père et que j'ai retrouvée dans le livre. Et Mark Twain, lui, à la fin du livre, a écrit un très beau texte il y a plus de 100 ans sur les Juifs, et je trouvais que c'était important de les mettre à l'intérieur du livre. Et puis, pour reprendre Michel Legrand, il dit dans votre livre, donc les propos recensés par votre père, j'ai constaté que parmi les personnes géniales ou simplement brillantes, il y en a beaucoup qui sont juifs. Vous parlez de cette influence du peuple juif qui représente moins d'1% de la population mondiale, il faut le souligner, et qui a eu un impact majeur sur le monde de la musique. On réalise que beaucoup d'artistes sont juifs dans votre ouvrage. Je me suis étonnée pour Bruno Mars. Ah oui, en plus, moi j'avais les tickets pour le 7 octobre. Oui, son père, en fait, son père est juif. Dans le livre, bien sûr, j'ai pas mis que des personnalités qui ont un père et une mère. Il y en a qui sont que le père, il y en a qui sont que la mère, mais l'important c'était la flamme juive qu'ils avaient en eux. Je suis bien placée pour le dire, puisque j'ai pensé pendant très longtemps que j'étais juive que de par mon père. Et oui, Bruno Mars, mais aussi Julio Iglesias, mais aussi mon préféré, là où je suis tombée des nues, c'était George Michael. J'adore George Michael, et sa grand-mère maternelle, en fait, était juive et leur a dit très très tard, Alanis Morissette aussi, Johnny Clegg, plein de chanteurs qu'on ne soupçonne pas, Olivia Newton-John de Grease. Son grand-père et son père donc étaient juifs et d'ailleurs ils ont gagné un prix Nobel. Enfin bon, voilà, donc il y a plein de choses très intéressantes. Mais ce qui est bien aussi dans le livre, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont donc un lien avec leur judaïsme, mais il y en a aussi qui l'ont pas du tout, qui ont un lien plus avec d'autres religions, mais ils gardent cette identité. Ils savent qu'ils le sont, même s'ils ont choisi autre chose. Vous restez avec nous, Chirel. On va continuer à parler de cet ouvrage. On continue cette émission. On doit passer tout de suite au rappel des titres, mais on revient dans un instant avec mon invité Chirel pour parler de l'ouvrage Jews and Music sur Radio J. Au vent des 4 saisons. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Ethanine Belaïch.
Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Les installations nucléaires iraniennes sont gravement endommagées selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères locales. Plus tôt, le président américain Donald Trump jugeait que le programme nucléaire iranien avait été retardé de plusieurs décennies. Le Parlement de la République islamique a voté en faveur d'une suspension de la coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, la IEA. Il lui reproche notamment de ne pas avoir condamné l'attaque contre les installations nucléaires iranienne. Le chef d'État français Emmanuel Macron va recevoir le directeur général de l'AIEA, Raphaël Grossi, dans la soirée à l'Elysée. Tous deux feront le point sur l'état du programme iranien. La France toujours devrait dépasser dans la journée le chiffre de 1000 ressortissants rapatriés d'Israël et d'Iran après le déclenchement de la guerre éclair de 12 jours entre les deux pays. Annonce faite par le ministre du Commerce extérieur et des Français de l'étranger, Laurent Saint-Martin. Enfin, les pays de l'OTAN se sont engagés cet après-midi au sommet de La Haye aux Pays-Bas à augmenter drastiquement leurs dépenses militaires. Dans leur déclaration finale, les 32 membres de l'Alliance Atlantique promettent de consacrer 5% de leur PIB à leur sécurité d'ici 2035. Et merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et on retrouve notre invité Shirel en direct en Israël sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Ils visent des civils, des enfants, des familles. Au sol, une autre bataille se joue, celle de la vie. Les secouristes du Magen David Adom sont là chaque seconde auprès du peuple d'Israël. Mais ils ont besoin de vous. Un don, c'est une ambulance qui arrive à temps. Donnez maintenant. mda-france.org. mda-france.org. Radio J. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah Cohen. Du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h aujourd'hui avec mon invité Shirel en direct d'Israël pour son ouvrage Jews and Music que vous pouvez vous procurer sur le site jewsandmusic.com en librairie en France et en Israël à Rehov Shavazi. Si je suis juste Shirel, forcément vous en parlez extrêmement bien dans votre ouvrage. Comment vous pouvez expliquer l'impact des Juifs dans la musique ? En fait, ce qui est formidable, et je pense qu'on l'a écouté juste avant avec le Rav qui a parlé, en fait, c'est l'inexplicable. Et c'est pour ça que c'est tellement dur, même pour nous, mais aussi pour les non-juifs, de comprendre qu'il y a ici un miracle, un mystère, quelque chose qui n'est pas explicable, un lien spécial qui fait qu'en fait, on n'est pas là pour expliquer comment, miraculeusement, 0,2% de la population peut donner autant au monde. On a un rôle, le rôle c'est d'amener de la lumière aux nations, d'amener de la lumière dans le monde, et ça ne veut pas dire qu'on est parfait, ça veut dire que dans beaucoup d'art, de sciences et de créativité, eh ben, le peuple juif a cette richesse qu'il donne au monde en héritage, qu'il lui donne en cadeau pour pouvoir éclairer le monde. Et on n'est pas là pour expliquer, on est là pour justement le donner, j'ai l'impression. C'est Yehudi Menuhin qui disait la musique vit et vibre pour nous révéler qui nous sommes et ce à quoi nous faisons face. Elle est un chemin entre nous et l'infini. Peut-être pourrions-nous l'expliquer par l'histoire du peuple juif, ses épreuves, ses souffrances qui lui ont permis de peut-être sublimer cet art et se révéler, peut-être s'élever et éclairer le monde avec ses notes. Peut-être, on essaye toujours d'expliquer parce qu'on est des êtres humains et qu'on a besoin de rationalité, mais il y a aussi le miracle. Le miracle d'Israël, c'est un miracle. On peut pas l'expliquer. Comment est-ce que c'est possible que, après toutes ces années, on revienne sur notre terre avec tous ces ennemis autour de nous et qu'on est là et que, voilà, on est en train de se parler après tout ce qui s'est passé avec l'Iran. C'est un miracle qu'on soit là encore. Donc, c'est le miracle du peuple juif. Moi, j'aime bien ne pas pouvoir expliquer aussi. Shirel, est-ce que c'est un livre que vous avez écrit comme aussi une œuvre un peu réponse à la haine, un antidote aussi à l'antisémitisme, plus largement, le racisme, je dirais même.
Oui, je vous ai dit, j'étais tellement choquée de cet antisémitisme, mais en fait, il n'y a pas de quoi être choquée, ça a toujours été. Je viens d'aller à une conférence de Georges Bensoussan, que j'aime énormément, qui était mon prof d'histoire en plus, et il expliquait qu'on est étonné parce que ça nous choque, mais en fait, ça a toujours été cet antisémitisme, c'est que un petit réveil et on est en train en fait, là, la différence, c'est qu'on est un peuple qui se défend. Pendant 2000 ans, on ne s'est jamais défendu. Et c'est très difficile pour le monde de comprendre qu'on va se défendre et qu'on ne va pas s'arrêter là. C'est pour ça que maintenant, on est un peuple de lions et de lionnes qui se défendent. Je trouve ça formidable. Donc oui, le livre, ça répond peut-être un petit peu à l'antisémitisme, mais c'est pas son but. Son but, c'est de dire merci d'avoir cette connexion spéciale et de pouvoir, quand on embrasse son identité, de pouvoir donner. Parce qu'en fait, c'est ça, on a un don et après, on le donne aux autres. Donc, chacun, il a un don. Vous avez un don, moi, j'ai un don, tout le monde a un don. Et le secret, c'est de pouvoir le révéler et le donner au monde. Donc, je pense que le peuple juif est fort à ça, de pouvoir donner au monde ce qu'il a reçu. Ce que vous tenez à rappeler, Chirel, c'est que ce n'est pas un livre sur les Juifs, pour les Juifs. Oui, c'est pour tout le monde. Parce qu'en fait, un non-juif... Moi, par exemple, si j'ai été voir La couleur pourpre, vous connaissez ce film, Couleur pourpre? J'ai été le voir à Broadway, c'était extraordinaire. Je l'ai vu 2 fois, un jour après l'autre. Pourquoi c'était extraordinaire? Parce que ce peuple noir, il est incroyable en gospel, en sport, il a plein de choses que personne n'a envie de pouvoir faire mieux qu'eux parce qu'ils le font à la perfection. Et dans cette comédie musicale où ils parlent de leur souffrance, ils parlent de l'esclavage, etc., il n'y a que des noirs sur cette scène. On pleure à la fin, on n'est pas noirs nous dans la salle, mais on pleure comme si nous-mêmes on était noirs. Donc en fait, ça nous touche parce qu'on est tous faits de la même fabrique quand même. Donc cette émotion, elle se transmet. Donc ce n'est pas que pour les Juifs parce qu'il ne faut pas être juif pour apprécier cette musique, puisqu'elle a été appréciée par des millions de personnes qui ne l'étaient pas. Mais c'est juste pour dire, voilà, ça c'est un petit peuple qui, malgré toutes les souffrances, vous donne ça et va continuer à vous le donner parce qu'on ne peut pas s'arrêter de donner. C'est ça qui est extraordinaire. Même si on ne nous aime pas et même si on met des bâtons dans les roues, on continue. Et moi, je trouve ça extraordinaire. On est les bouchons de liège. Plus on nous fait descendre et plus on remonte. C'est une très jolie image. Quelle est pour vous la plus belle chanson qui résume les Juifs et la musique, diriez-vous? Oh, les Juifs et la musique. Oh là là, ça c'est... en fait, le livre commence avec le roi David. Et le roi David, j'ai mis un des psaumes de David au tout début du livre pour commencer ce livre, et je pense que c'est ça qui résumerait tout en fait. C'est une reconnaissance envers Dieu de tous ses bienfaits, même si dans l'épreuve on souffre, on chante dans l'épreuve. Voilà, je pense que ça résume un petit peu ce que c'est d'être un juif, et de chanter, c'est de chanter même dans la douleur et de se relever et de retrouver la joie instantanément. C'est ça qui est extraordinaire. Vous donnez un Moi, exemple. Je le vois aujourd'hui. Vous donnez un exemple, l'exemple emblématique chassidique d'Europe de l'Est qui est Hava Nagila. Et forcément, j'avais très envie qu'on l'évoque parce que ça veut dire laissez-nous nous réjouir, réjouissons-nous, laissez-nous nous réjouir, soyons gais, laissez-nous chanter, laissez-nous vivre en quelque sorte. Vous chantez sur vos réseaux un petit medley sur Instagram des chansons que vous évoquez dans votre ouvrage. J'avais très envie qu'on l'écoute. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. Oh, j'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets.
À tes pieds, il se balance. Couleur café, que j'aime ta couleur café. She said, hey babe, take a look on the wild side. Oh, she said, hey babe, take a walk on the wild side. She said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colors went doop, 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 doop. They try to make me go to rehab, and I said, no, no, no. Yes, I've been black, but I'll come back, you know, no, no. Oh, I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, I try to make me go to rehab, and I said, today I feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up the phone. Pour terminer sur votre ouvrage, Chirel, j'ai envie quand même qu'on évoque le fait que vous révélez que ce sont les Juifs qui ont écrit les plus belles chansons de Noël. Et ça se raconte quand même. Génial. Moi, j'adore Noël. J'ai grandi avec Noël. Ma mère, on a toujours, en plus, c'est une américaine, donc on avait vraiment tout le panoplie de ce que c'est le White Christmas, comme on dit. Donc, j'ai grandi avec ces chansons et puis j'ai été très étonnée de voir qu'en fait, toutes les chansons, on va dire 95% des chansons qu'on connaît, que ça soit Rocking Around the Christmas Tree, ba, ba, da, ba, Why I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Même Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose. Bref, toutes les chansons qui sont connues aux États-Unis sont écrites par des Juifs, souvent en plein milieu du mois de juillet dans une canicule énorme. Et par contre, la seule chose qui est vraiment particulière, c'est qu'ils ne parlent jamais d'un aspect religieux dans leurs chansons. C'est que l'aspect de la neige, des sapins, des choses comme ça, de la famille. Mais donc, ils n'ont pas eu de problème parce qu'ils étaient quand même attachés à leurs origines juives, ils n'ont pas eu de problème de les écrire et ils ont eu un succès exceptionnel de ces chansons, vraiment. C'est une très belle découverte. On les adore. Eh bien oui, ce que vous êtes en train de nous dire quand même, moi ça me fait énormément sourire parce qu'on est nombreux pour certains à les écouter, qu'on le veuille ou non d'ailleurs quand on se retrouve dans cette période, et on s'en amuse de savoir que vous êtes en train de nous dire ça forcément. Chirel, est-ce que vous aimez le théâtre ? J'adore le théâtre. On vous emmène au théâtre avec Charlène Villemer. Au théâtre. Bonjour Charlène. Bonjour Cyrielle, bonjour Chirel et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène voir une pièce qui, après avoir rencontré un franc succès à la Scala Paris, part au Festival d'Avignon. Gisèle Halimi, Une farouche liberté. Cette pièce est une adaptation du livre du même nom de la journaliste Annick Cogent, publié aux éditions Grasset. C'est une restitution authentique des échanges entre l'avocate et la journaliste. Mise en scène par Léna Pogam, la création est nourrie d'archives sonores, mais aussi des livres autobiographiques de Gisèle Halimi, comme Fritna ou encore Le lait de l'oranger. Une farouche liberté raconte 70 ans de combat, d'engagement au service de la justice et de la cause des femmes menée par cette personnalité d'exception. La justice a été la grande affaire de ma vie. Je n'ai cessé de l'interroger, la confronter, la bousculer, lui demander des comptes. Dans un tête-à-tête singulier et intime, j'y avais mis tant d'espoir, tant d'exigences. Et sur cet engagement s'est greffé le poids de ma vie personnelle, car ma vie de femme fait partie de tous les actes importants de mon métier. Ici, on entend Gisèle Halimi dans ces mots. La pièce met en scène tous les visages de la célèbre avocate éprise de liberté, la femme politique, la jeune fille, la mère, la grand-mère, l'amoureuse et puis la rebelle. Sur le plateau, ce sont des comédiennes de générations différentes, 2 regards complices qui se croisent et se répondent, 2 voix qui se relaient en totale harmonie. Au niveau des décors, un cyclo et 3 couleurs. La pièce démarre avec les couleurs du rivage tunisien. Le bleu foncé de la Méditerranée, le jaune du soleil du sud, le bleu plus clair d'un ciel toujours limpide. Voici où Gisèle est née. Dans un décor contrasté, à mi-chemin entre la chaleur réconfortante de la Méditerranée et le manque d'amour d'une famille qui ne veut pas d'une fille. C'est dans ce contexte que l'engagement féministe de Gisèle apparaît. Engagement qui forgera son esprit rebelle. Sa première victoire féministe,
La petite Gisèle l'obtiendra à 10 ans, en faisant grève de la faim pour ne plus avoir à servir ses frères. Avocate irrespectueuse, comme elle aimait se dépeindre, Gisèle Halimi n'a jamais manqué de combat. Féminisme, torture de guerre, elle accède à la notoriété grâce au procès Bobigny de 1972, procès dans lequel elle défend une mineure jugée pour avoir avorté après un viol. Le viol, c'est une femme cassée, c'est une femme éclatée, dit-elle. Ces combats qui font encore écho aujourd'hui dans un monde où avorter est un acte clandestin dans certains pays. Gisèle Halimi, une farouche liberté. Depuis sa création, cette production de la Scala Paris affiche complet. Et elle prend désormais place à Avignon, au festival du 5 au 27 juillet prochain. Merci beaucoup Charlène Villemer et bien sûr Gisèle Halimi qui écrivait « Ne vous résignez jamais ». C'est un petit peu le mot d'ordre, je crois, aujourd'hui, ne jamais se résigner, toujours se relever. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est la chronique de Leslie Valenzy du collectif Agité. Le billet du jour. Et c'est l'heure du billet du collectif à juste titre qui décrypte les biais médiatiques liés à l'antisémitisme et à la guerre. Leslie Valenzy, je crois que vous avez gardé quelques cartouches pour cette dernière de la saison. Oui, je crois qu'il y a même tout un chargeur. Parce que ce qu'on a vu ces 10 derniers jours dans les médias français sur le conflit Iran-Israël, comment dire, c'est une masterclass. Mais alors une masterclass de certitudes qui sont bien évidemment assénées avec aplomb par des experts très rarement nuancés. Alors on le savait déjà, mais on va se le redire. L'information, elle est en train de mourir au profit de l'opinion. Bienvenue dans l'ère du prêt-à-penser. Dans les colonnes du Monde ou de Libération, on lisait hier encore que Netanyahou est conforté par la guerre, que les deux camps échangent des missiles, alors que dans les faits, ce sont des tirs iraniens qui ont visé le sud d'Israël, causant des morts. En parallèle et sur le même sujet, Le Parisien et Le Figaro relèvent le niveau en faisant tout simplement du journalisme. Je cite: « Des tirs de missiles iraniens font au moins 3 morts dans le sud de l'État hébreu. » Ça tient en une ligne et ça remet les pendules à l'heure. On en est presque arrivé à remercier ceux qui font correctement leur travail. Par exemple, ces médias qui n'ont pas omis de rappeler que depuis toujours, le vœu le plus cher de la République islamique d'Iran, c'est de rayer Israël de la carte. Oui, parce qu'on a cherché ces derniers jours si les médias faisaient bien leur boulot de cadrage, de contexte, et cette information somme toute essentielle, elle est passée sous silence dans exactement 99% des articles. Leslie, vous m'avez confié que tout n'était pas noir cette semaine dans le paysage médiatique tout de même, et qu'un média qui vous fait habituellement grincer des dents a créé la surprise. Oui, je pense que vous n'allez pas en croire vos oreilles, Cyrielle, car il s'agit du Monde. Cette dernière semaine, dans le live du Monde, on a vu apparaître une réelle compassion pour les victimes israéliennes. Et pas juste une mention en bas de paragraphe, non. Des femmes, des enfants, des corps vulnérables, des visages. On voit la peur, l'urgence, la protection, la fragilité et l'intime. Ce sont des photos qui créent de l'empathie, des mots qui humanisent. Et ça nous a fait extrêmement de bien de voir tout ça. Alors pourquoi c'est important ? Parce qu'on montre pour une fois des Israéliens comme des victimes, pas juste comme une armée. Ça change tout. Ça réintroduit une forme de justice émotionnelle. Et ça, on le réclame depuis des mois. Alors on ne va pas bouder notre soulagement. On le dit, c'est une avancée, c'est peut-être même une exception, c'est peut-être fragile, mais ça a le mérite d'être là. Et ça prouve évidemment que la vigilance ne sert pas à dénoncer pour dénoncer. Elle sert à obtenir mieux. Leslie Valenzy, pour terminer cette chronique, le mot de la fin. Alors d'abord, merci à vous Cyrielle, très sincèrement. Merci à Radio J de nous avoir offert cette tribune une fois par semaine. Pendant 4 mois, on a scruté les mots, les images, les silences et on espère avoir remis un tout petit peu de rigueur. Là où trop souvent, c'est l'opinion qui fait sa loi. Mais surtout, je veux dire que le collectif à juste titre, ce n'est évidemment pas que moi, c'est Carole, Thomas, Diane, Déborah, Lisa, Aurélien, Fabrice, Johanna, Ruth, je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas, c'est une 50aine d'agités, des professionnels de la communication, des attachés de presse, des rédacteurs, des analystes, et ce sont aussi nos abonnés, celles et ceux qui nous écrivent, qui nous taguent, qui veillent avec nous, qui débunkent en story, qui nous alertent sur les mots injustes, ou justes d'ailleurs. Cette chronique, elle a existé grâce à ce travail collectif et ce travail, il continue. C'est la dernière de la saison, mais on ne range pas nos stylos parce que l'été peut bien commencer. La veille, nous, on ne l'arrêtera jamais.
Merci beaucoup, évidemment, à Leslie Valenzy du collectif Agité. On a pris beaucoup de plaisir parce que c'est la fin de saison. On se dit pas au revoir parce qu'il y a demain, évidemment. Rappelez quand même qu'on peut vous suivre sur collectif-à juste titre sur Instagram. Merci pour tout votre travail et pour ce que vous avez aussi donné à cette émission. Et forcément, peut-être que ça va donner envie à Chirel de réagir sur ces mots qui sont pas toujours évidents pour nous en tant que Français, de voir comment le débat, j'ai envie de dire, et même le sujet, le combat autour de ce qui se passe en Israël se passe tous les jours dans les colonnes de la presse française. Est-ce que ça vous fait vous réagir, Chirel? Et est-ce que, peut-être une autre question également, est-ce que la presse israélienne parfois est aussi dure avec Israël? J'ai de la chance, c'est que je ne lis pas la presse israélienne ni la presse française. Je suis pas dans une bulle, mais je ne veux que l'information la plus pratique, juste pour savoir les choses essentielles, pour ne pas polluer mon esprit ni de peur, ni d'angoisse. Je sais très bien qu'il y a malheureusement un danger incroyable d'être juif en France aujourd'hui, que le mot sionisme, ça fait, je sais pas, ça fait une réaction très bizarre en France, alors que ce n'est que l'amour de Sion. Donc, moi, je suis partie il y a 30 ans pour ça déjà, mais je vois que voilà, l'état de la France est catastrophique pour les Juifs de France et pour les Juifs dans le monde. Donc, je n'ai qu'une chose à dire, la porte est ouverte ici, même si vous pensez qu'ici c'est difficile, et c'est vrai qu'on vient de passer 12 jours de guerre, c'est toujours mieux de pouvoir vivre son judaïsme sur sa terre et de pouvoir vivre les épreuves ensemble et pas dans une terre étrangère. Merci beaucoup pour ces mots, Chirel. Tout de suite, c'est votre portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Comme toujours à la fin de cette émission, nous avons pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et c'est tout de suite dans le regard de Véronique Zana. Bonjour Véronique. Bonjour Cyrielle. Et bonjour à vous là-bas, que je suis vraiment ravie de rencontrer comme ça. Et alors le mot qui m'anime là, c'est réjouissante. Et tout de suite après, un concept que j'essayais d'expliquer à un groupe de féminisme qui commence peut-être à se construire, que j'appelais la femme hors norme. Dans le sens où cette femme, c'est pas qu'elle est extraordinaire, c'est qu'elle n'est pas dans les normes établies. Et je trouve que vous avez réussi superbement à tricoter ce lien entre la femme et la mère. Et vous arrivez à votre côté individuel, où vous êtes mais en pleine créativité, et même au milieu de toutes ces forces de mort, vous développez à fond la force de vie, cette vitalité inspirée par la musique, par l'au-delà et par ce merveilleux, mais qu'est-ce que c'était bon d'entendre ça, de cet entre-deux, entre deux notes, ce silence qui au fond est un relief de la musique. Vous dites le peuple juif est là pour amener la lumière, mais aussi de l'ombre, parce que quand on est sur beaucoup trop d'éclairage, mais ça fait du bien aussi de remettre du relief. Et d'ailleurs, les biais vont aussi dans ce sens-là, et on est à fond là-dedans. Alors oui, merci. Merci aussi d'amener votre touche de coloration. Et d'ailleurs là, j'avais une petite question. Le blanc, qu'est-ce qu'il vous évoque comme couleur ? Oh là là. Le blanc, vous savez, quand je me suis convertie, je suis partie au Beth Din habillée tout en blanc, comme pour Kippour. Donc pour moi, c'est la couleur de Kippour, c'est la couleur de ce qu'on est supposé devenir, c'est-à-dire pur, même si on n'y arrivera jamais. Parfait. C'est une très jolie métaphore des couleurs, parce qu'elles ont vraiment un sens propre pour chacun, y compris ce fameux terme de pureté qu'on peut entendre aussi d'une façon très particulière. Alors merci aussi d'avoir entrepris l'écriture de ce livre, parce que quoi de mieux que pour faire rempart avec la mort, c'est bien l'écriture. Voilà. Et votre écriture à vous, en fait, c'est de la chanson. Donc vous êtes déjà dans une écriture au-delà de l'écriture. Et non content de raconter une histoire et d'aller explorer et de parler à la fois de l'origine, un peu de révélation, puisqu'au fond, on ne savait pas que ces personnages étaient d'origine juive, que ce soit Bruno Mars ou d'autres que vous avez cités. Et voilà comment est-ce qu'on peut mettre en relief aussi qu'au fond, tout le monde baigne dedans, dans ce fabuleux héritage que vous avez si bien dépeint avec la musique. Vous dites aussi chanter au lieu de pleurer. Et c'était intéressant parce que vous arriviez au début avec le cri, et le cri s'est transformé en sanglot pour mieux devenir chant.
Et là aussi, on se retrouve finalement sur une énergie qui commence à se décupler. D'ailleurs, question énergie, finalement, vous avez dit aussi, j'aime l'inexplicable. Et oui, bien évidemment qu'on a besoin de ne pas chercher à toujours comprendre, parce que déjà, ces zones vides, c'est celles qui relancent la créativité, la création. Alors, vous savez, c'est un peu comme Exactement. ce petit... Oui, vous vous souvenez de ce petit jeu d'enfant où il y avait plein de cases et puis au milieu, une case vide pour pouvoir bouger, pour recomposer quelque chose. Eh bien, le voilà, ce trou dont on a besoin pour créer à nouveau plein de choses. Et alors, ce qui m'a vraiment hyper touchée aussi, c'est j'aime les erreurs, il y en a sûrement plein dans mon bouquin. Mais oui, mais merveilleux, mais parlons-en de ces erreurs. Parce que c'est ce qui permet de recommencer. Et le recommencement, c'est la vie, ça s'arrête jamais. Alors là aussi, on n'est pas sur de la perfection. Alors, moi je vais conclure quand même avec 3 petits mots. Pluriel, parce que vous êtes vraiment une femme multifacette. Le féminin, et puis bien sûr, la créativité. Et de faire de tout arc-en-ciel de la joie. Merci. Ah, merci beaucoup. Et merci à vous, Véronique Zana, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les mercredis et toute la semaine sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission, Chirel. Vous étiez en direct avec nous, en direct d'Israël pour votre ouvrage Jews and Music. Vous pouvez vous procurer sur le site jewsandmusic.com, en librairie en France et en Israël, à Rehov Shabazi. J'ai cherché une chanson qui pouvait parler musique, religion et puis communauté juive, forcément. Je n'ai pas trouvé mieux que la vôtre. C'est gentil. On va écouter Jérusalem. Je suis très fière, même 30 ans plus tard. Évidemment, on va écouter Jérusalem pour se dire au revoir, qui devrait résonner là-haut et ici. Le mot de la fin vous revient, Chirel. Vous dites ce que vous voulez. Vous savez ce que j'aime bien en fait dans ce livre, c'est qu'au début il y a une grande Magen David, il y a un QR code où vous pouvez écouter tout au long du livre que vous lisez toutes les chansons. Comme ça, s'il y a des artistes que vous connaissez pas, vous allez les découvrir en musique. Donc ce n'est pas qu'un livre qu'on lit, mais c'est un livre qu'on écoute. C'est une vraie composition et voilà, je suis très heureuse de l'avoir fait. C'est sorti de moi, voilà, comme une chanson. Et merci d'avoir pris le temps de pouvoir le découvrir avec vous, Cyrielle. À très vite. J'espère vous voir avant le 8 septembre. Si Dieu veut, comme on dit. Merci à vous, Chirel, beaucoup d'être venue aujourd'hui sur Radio J à distance, mais d'être venue quand même, je tiens à le dire. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. Benjamin Arnaud, merci beaucoup pour la réalisation de cette dernière émission, mais avant-dernière en réalité, puisque demain c'est l'émission très spéciale avec tous les chroniqueurs pour la dernière de la saison, émission Best of. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Merci Ethan Anoukayev pour la réalisation de cette émission. Merci beaucoup à Raphaël Sebag pour la préparation. Dans un instant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Merci également à Leslie Valenzi. Merci à Charlène Villemer et merci à Véronique Zana. Et puis bien sûr, à demain sur Radio J.